À l'âge du numérique, certains prédisaient la disparition totale du papier. C'est en fait le contraire qui se passe. Et de nouveaux métiers naissent, des métiers qui permettent le passage du monde réel, le papier, au monde virtuel, le numérique. On en parle tout de suite avec le directeur marketing de Konica Minolta, Daniel Mathieu. Daniel Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable marketing, communication et développement durable. C'est important maintenant, le développement durable également de Konica Minolta. Alors, un nom qui résonne dans le grand public, mais dont on ne connaît pas forcément tous les contours. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter Konica Minolta? Et avec plaisir. Donc, Konica Minolta est une entreprise de taille mondiale qui couvre l'ensemble, bien sûr, des Japonaise. pays japonaises. Donc, le centre de décision se trouve à Tokyo. Nous avons 36 000 employés dans le monde, 4 activités principales qui sont toute la partie sensing, Sensing, c'est toute la partie, on va dire, optoélectronique, les capteurs, etc. D'accord. La mesure industrielle. Par exemple, ça concerne quoi la mesure industrielle? La mesure industrielle, c'est tout ce qui va être sur la colorimétrie, tout ce qui va être sur aussi les scanners 3D, etc. D'accord. Voilà. Une autre partie sur le médical et l'imagerie médicale, avec des appareils par exemple de mammographie. Et puis la dernière activité, la principale, qui représente 60% celle du groupe, l'activité Business Solutions, qui est la proposition d'offres de produits dans l'environnement de bureau. Et c'est celle dont vous vous occupez. Voilà. Vous ne parlez pas de photos? Il n'y a plus de photos dans ce groupe? Effectivement, la photo, qui était une activité historique du groupe, a été cédée il y a maintenant 4 ans à un autre grand groupe japonais, Sony. Voilà. Ça veut dire que en fait, l'évolution du monde de la photo, sous l'impulsion numérique, a fait que vous vous êtes dit, il ne faut plus qu'on fasse de photos argentiques, mais il faut qu'on passe au monde de l'image d'après, en fait. C'était un peu ça la stratégie? Je pense que la stratégie au niveau du monde de la photo et du numérique amorçait un autre tournant pour l'entreprise. Et effectivement, l'entreprise s'orientait beaucoup plus vers des produits B2B que des produits B2C. Mais toujours autour de l'image, quand même, que ce soit l'imagerie médicale, les scanners 3D ou les business solutions dont on va parler, ça reste le fil conducteur. Exactement, toujours autour de l'image, toujours autour de l'information, toujours autour du document, de la gestion et le traitement du document, la gestion et le traitement de l'image. Et pour autant, ces 4 unités juridiquement distinctes, autonomes économiquement, il n'y avait pas de synergie possible entre ces divisions? Les synergies existent au niveau industriel, bien entendu, puisqu'on peut retrouver les technologies de ces différentes entités dans des produits finis que nous proposons à nos clients. Et puis après, bien sûr, il peut y avoir aussi des synergies commerciales avec d'autres entités comme la partie médicale éventuellement. Mais aujourd'hui, sur la partie traitement et gestion du document et de l'information pour les entreprises, la partie business solution a toute son autonomie. D'accord. Alors, parlons de votre métier. Business solution, ça veut dire photocopieur, en fait. C'est ça, et c'est dérivé. Alors, c'est réducteur? Photocopieur, effectivement, dire que c'est réducteur, aujourd'hui, tous les gens connaissent la photocopie et le monde du photocopieur. Aujourd'hui, si on regarde l'innovation et les technologies, notre activité a énormément évolué, puisque le photocopieur, qui était une machine qu'on connectait uniquement à une prise électrique, a bien évolué aujourd'hui, puisqu'il s'intègre complètement dans l'environnement communicant du client, avec des fonctionnalités essentielles, au-delà des fonctionnalités classiques qui sont la copie et l'impression, qui sont aussi bien sûr le fax et bien entendu la numérisation qui permet la dématérialisation du document. C'est une évolution maintenant qui est intégrée à chaque photocopieur. On parle encore de photocopieur d'ailleurs, c'est le terme. On ne parle plus du tout de photocopieur, même si dans l'usage courant, souvent les gens utilisent ce mot-là. Je vais à la photocopie, mais... Ils vont à la photocopie. C'est quoi alors cet appareil hybride? Effectivement, c'est un appareil multifonction qui s'intègre dans les environnements communicants des entreprises et qui permettent justement d'accompagner les entreprises par rapport aux évolutions technologiques et aux évolutions du numérique. Aujourd'hui, dans les entreprises, cette plateforme devient une plateforme incontournable. Mais elle a un nom? On l'appelle plateforme? Multifonction, on l'appelle un appareil multifonction, tout simplement. D'accord. Ça n'a pas encore trouvé vraiment son terme. Chez Konica Minolta, si le terme c'est un BizHub,
C'est un business hub, justement, ce nom de hub qui justement fait converger l'ensemble des informations et peut redistribuer l'ensemble des informations dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Depuis quand est-on passé du photocopieur traditionnel au BizHub? Quand est-ce que s'est fait la transition, la scission? Est-ce qu'il y a une date? Pour nous, cette scission s'est faite dans les années 2000. Et les années 2000 ont été justement cette transition entre le produit qu'on pouvait appeler analogique avec le produit numérique qui s'est intégré dans les systèmes de communication des entreprises. Il y a le numérique et puis il y a le réseau aussi, j'imagine, qui a fait évoluer cet appareil. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces fonctionnalités, de son importance, de son évolution en 10 ans maintenant? Eh bien, en 10 ans, effectivement, ce multifonction s'est intégré complètement dans les entreprises. Comme je l'ai dit tout à l'heure, est devenu indispensable et incontournable, puisque c'est le seul produit de l'entreprise qui est capable de gérer le document sous toutes ses formes. C'est le seul produit qui sait dématérialiser l'information ou matérialiser l'information, d'une part. En plus, c'est le seul produit qui est ouvert à tous et partageable par tous dans l'entreprise. Et ce qui manquait à ce produit, et d'ailleurs c'est ce que nous avons travaillé en termes d'innovation, c'était aussi d'y introduire dans l'entreprise une notion qui était une notion de mobilité, où avant sur ces plateformes multifonctions, vous aviez un environnement de travail qui était, on va dire, standard. Et aujourd'hui, nous pouvons aussi personnaliser cette plateforme, nous pouvons personnaliser cet écran comme nous le personnalisons un écran d'un PC personnel. Mais quand vous dites mobilité, ça reste toujours des grosses machines dans les entreprises ou c'est des choses plus fines? Comment ça marche? Ce n'est pas une question de mobilité, effectivement. Je ne me promène pas avec mon multifonction. D'accord. C'est un peu pas compliqué. Encore. Pas ça encore. Viendra. Ça pourra venir un jour peut-être, je ne sais pas, avec la réduction des technologies. Ouais. Mais là, aujourd'hui, non, c'est la mobilité de l'environnement de travail par rapport à une personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, vous avez la mobilité avec votre PC, vous avez la mobilité avec votre téléphone portable, mais vous avez aussi besoin de cette mobilité de votre environnement de travail. Et là où vous vous déplacez dans l'entreprise, devant un multifonction, vous pouvez retrouver votre environnement de travail personnalisé et accès à ce que les gens dans l'entreprise ont besoin aujourd'hui, c'est-à-dire aux documents multimédia. Est-ce que, donc on a vu au début une photocopieuse qui était branchée à un câble électrique, maintenant un BizHub avec plusieurs possibilités, qui est relié en réseau, qui est numérique. Est-ce qu'on est au bout de cette innovation ou est-ce que ça continue à évoluer mois après mois ou peut-être année après année? Alors, les grandes innovations qui ont permis justement à ces plateformes, à ces produits multifonctions de continuer d'évoluer. Et à la limite, on peut se poser la question de quelles vont être leurs limites d'évolution. Ouais. Ça a été de pouvoir ouvrir complètement ces plateformes avec l'adoption des Open API, des langages ouverts, qui permet aujourd'hui de développer des fonctionnalités optionnelles autour des 4 fonctionnalités de base de ces plateformes, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, étaient la copie, le fax, l'impression et le scan. Mais grosso modo, ces 4 fonctions, on n'en imagine pas d'autres? Justement, avec les Open API, nous pouvons imaginer de nombreuses autres fonctions. Qui sont des déclinaisons de ces grosses branches, mais qui ne sont pas forcément des innovations majeures qui créeraient une cinquième branche. Tout à fait. Les Open API créent cette 5e branche. D'ailleurs, nous, c'est ce que nous avons appelé la 5e dimension dans notre démarche d'innovation et de stratégie d'ouverture justement de ces plateformes. On peut prendre un exemple d'Open API? Tout à fait. Par exemple, un exemple d'Open API en termes de nouvelles fonctions, par exemple, c'est le fait de pouvoir, à partir de votre plateforme, par exemple, d'intégrer dans votre plateforme les services de courrier de la Poste. C'est-à-dire qu'à partir de votre plateforme, vous pouvez très bien envoyer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, un courrier. D'accord. Voilà, comme vous le feriez à la Poste. Et un courrier, bien sûr, qui passe par physique. Un courrier physique, bien sûr. Ce qui est paradoxal à l'âge virtuel et numérique que vous proposez. Que vous envoyez à partir de votre plateforme multifonction, qui est dématérialisée, qui va être repris par DocaPost, Maeleva, filiale de DocaPost et de la Poste, et qui va livrer le plus près possible du client le courrier final. Et avec ce courrier, on va dire, ordinaire, possibilité également d'envoyer un courrier recommandé. Les évolutions techniques, physiques des machines changent régulièrement ou est-ce que c'est un cycle de vie assez moyen-long terme?
On va dire tous les 12 mois, il y a énormément d'innovations technologiques qui apparaissent sur nos produits. Innovation technologique sur deux aspects. Un aspect, bien sûr, environnemental, puisque le groupe c'est pour ça, un développement durable, voilà, ça c'est important. Le groupe est fortement engagé dans cette démarche environnementale. Par exemple, sur nos appareils multifonctions, vous avez des fours à induction. Fours à induction qui permettent justement des températures, des élévations de température beaucoup plus rapides. Et ce qui permet moins d'énergie. Moins d'énergie à consommer et vous n'êtes pas obligé de laisser la machine en veille en permanence. Par exemple, une grande innovation. Vous avez par exemple des tonnerres avec de la biomasse qui permet donc en plus d'avoir un bilan carbone neutre. Voilà. Donc c'est toutes ces innovations que nous pouvons apporter, des exemples d'innovations que nous apportons à ces technologies. En termes de complexité, ça se simplifie ou ça se complexifie pour l'utilisateur? Pour l'utilisateur, toutes ces innovations technologiques, en vérité, ça c'est neutre, ça se voit pas. Se simplifient puisqu'elles se traduisent par des écrans beaucoup plus conviviaux, avec des touches de fonctionnalité beaucoup plus accessibles et une ergonomie. Parce que ça reste parfois un peu complexe encore, ces machines, ces BizHub, de temps en temps, on se dit il y a plein de fonctionnalités, c'est un peu comme la chaîne hi-fi des grandes années, et on se dit oh là là, comment je vais m'y retrouver. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un travail là-dessus d'innovation aussi en termes d'ergonomie. Il y a tout un travail d'innovation et d'ergonomie que nous réalisons, puisque nous pouvons personnaliser chaque tableau de bord, on va dire, à l'usage qui en est fait par l'utilisateur. Un mot sur le business model. Est-ce que votre business model évolue également je ne sais pas, dans cette direction? On imagine que si vous devenez un intermédiaire de la Poste, vous pourriez prendre un pourcentage des courriers envoyés. Enfin, on peut imaginer plein de business models avec ces évolutions. Est-ce qu'il évolue ou est-ce que vous vendez toujours du hardware et peut-être un peu de service et de maintenance? Au niveau de notre business model, en fin de compte, a bénéficié de toutes ces innovations et de l'ouverture, on va dire, du monde numérique, puisque autour de ce monde numérique, il a été nécessaire de construire des solutions additionnelles pour répondre aux besoins des utilisateurs, ce que nous avons fait. Et autour de ces solutions, il a fallu aussi accompagner le client pour pouvoir justement maîtriser ces innovations. Et donc, donc plus de business pour vous au final? Pour nous, en conclusion, oui, plus de business. Un élargissement de notre périmètre avec des offres de solutions, des offres de services et aussi une évolution de notre métier puisque nous avons intégré de ce fait de nouvelles compétences également dans l'entreprise. Et votre métier est de plus en plus tourné vers le service, c'est un peu le syndrome Nespresso, enfin on l'a vu dans d'autres groupes informatiques, IBM ou autres, c'est-à-dire on vend une machine pas très chère et puis c'est les capsules qui permettent de faire le vrai business. C'est un peu ça aussi votre modèle? On tend vers ça? Au niveau de notre business model de base ne change pas, mais il est renforcé effectivement par les solutions et le service, et toute la partie conseil que nous demandent nos clients, puisque, vous l'avez dit, ces nouvelles technologies ont des ouvertures, peuvent complexifier l'environnement du client, pourraient faire qu'il est multi-interlocuteur, et ce qu'a besoin aujourd'hui le client, c'est d'avoir un interlocuteur unique qui sache maîtriser et l'aider dans l'implémentation de ces nouvelles solutions. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. La culture japonaise, que vous avez, j'imagine, appris à connaître en travaillant dans un groupe dont le siège est à Tokyo, comment vit-elle cette innovation? On a l'image d'un pays toujours à la recherche, à la pointe de l'innovation. Est-ce que vous le ressentez toujours? Écoutez, nous, Konica Minolta, à l'origine... Mais au-delà de Konica, parce que j'imagine que vous allez me dire que oui, vous, nous, bien sûr... c'est une entreprise qui a été créée par des ingénieurs. Quand vous le voyez au travers de nos activités, qui est très tournée justement vers la technologie de pointe et vers l'innovation, donc ça fait partie de notre culture. Donc, mais au-delà, quand vous allez à Tokyo, est-ce que vous vous dites c'est toujours un pays conquérant, toujours un pays innovant, ou c'est un pays qui ralentit en termes d'innovation? Nous, quand vous allez à Tokyo, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des usages qui sont faits des nouvelles technologies que nous n'avons pas encore dans notre vieille Europe. Donc on a encore des choses à apprendre. Voilà. Comment se propage cette innovation au sein des entreprises en France? Pour le coup, on vient dans l'Hexagone, ça va vite, ça va pas vite. Est-ce que les entreprises sont plutôt réticentes à aller vers ces nouveaux outils Comme d'habitude, pour aller vers ces nouveaux outils, vous allez avoir bien sûr les utilisateurs dits précoces qui, eux, tout de suite, dès qu'il y a la moindre innovation, se lancent, frappent à la porte, les veulent les mettre en application. Ça, c'est la vente facile, mais votre métier, c'est de convaincre les autres. Vente facile, pas toujours, parce que des fois, ils veulent toujours aller trop vite, et plus vite que ce que les choses peuvent faire. Mais bon, c'est toujours intéressant de travailler avec ces personnes, parce que ça crée une dynamique. C'est quoi, c'est 10% à peu près du parc? Oui, c'est 5-10% des entreprises.
mais la masse des entreprises aujourd'hui ont besoin justement de bien comprendre l'usage de toutes ces nouvelles technologies, voir en quoi ça leur permet d'améliorer leur business. Voilà, voir comment elles-mêmes ça va améliorer leur compétitivité, parce que c'est aussi ce qui est le résultat de toutes ces nouvelles technologies. Et c'est là où nous avons, nous, un rôle pour les aider, justement, au travers du conseil et de l'accompagnement, dans l'implémentation de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux processus qui vont en décliner, pour les accompagner, justement, dans la maîtrise de tout cela. C'est l'innovation, votre argument? Vous dites on a des produits innovants, ou c'est pas forcément ça? On a des produits qui vont vous permettre d'améliorer votre compétitivité, qui vont vous rendre la vie plus facile. C'est quoi votre argument clé quand vous devez vendre un BizHub? Quand nous devons vendre un BizHub, aujourd'hui nous avons deux arguments qui sont pour nous importants, qui sont d'une part le développement durable et d'autre part l'innovation. Merci beaucoup Daniel Mathieu. Avec plaisir. À bientôt.